Parler quand même de la RDC, ce qui se passe aujourd'hui au M23, qu'est-ce qu'il y a comme problème au M23? Je vais vous dire les problèmes qu'il y a au M23. Vous vous rappelez, la MONUSCO est descendue à Goma. Il y a une dame de la MONUSCO qui était descendue à Goma. Ce jour-là avec l'hélicoptère. C'est le jour où les problèmes de la MONUSCO, de M23 avaient commencé. Le jour où cette dame est descendue à l'aéroport de Goma, c'est les jours où les problèmes ont commencé. Au fait, les M23 ont commis beaucoup de crimes. Maintenant, ils ont essayé de cacher. Vous savez que dans la ville de Goma, le jour où ils avaient pris Goma au mois de janvier, le 26 janvier 2025, il y avait près de 10 000 morts en un seul jour. Les 10 000 morts, pas des soldats, mais des civils. Ils avaient tué près de 10 000 civils. Maintenant, les 10 000 personnes, où est-ce qu'ils les avaient enterrés? Il y a beaucoup de fausses communes autour de Goma. C'est leur première peur. Que quand la communauté internationale va arriver autour de Goma, ils vont découvrir les fausses communes. Et ce n'est pas ça. Vous avez appris qu'après leur départ d'Ouvira, on venait de découvrir une fausse commune de plus de 160 personnes tuées. Maintenant, Ouvira, c'est rien. Ils n'ont fait que quelques jours à Ouvira. À Goma, ils ont fait plus d'une année. Il y a plusieurs fausses communes qu'ils ont déjà mis par-ci, par-là. Ils ont peur. La deuxième peur qui les a conduits au crime de Karine Bouissé, l'UNICEF était en train déjà de préparer les rapports de ce qu'ils ont fait des enfants. Et dans ces rapports, il y a possibilité que la France soit aussi incriminée et que Macron soit dedans. Et peut-être l'Union européenne aussi. Comment est-ce que l'Union européenne a pu acheter des minéraux des mains de M23 alors que les M23 étaient en train d'utiliser les enfants? Pour la communauté internationale, c'est un problème très sérieux que la France et l'Union européenne soient impliquées dans les contrats qu'ils ont signés avec le Rwanda. C'est trop dangereux. Mais alors, il faut effacer les preuves. Maintenant, ils commencent à effacer les preuves en désordre. Au moment où je vous parle, il y a un problème. Ils ont été pressés à annoncer que Karine Bouissé a été tuée avec 3 personnes. Il y a des bruits qui disent que le corps de Karine Bouissé est arrivé sur place. Il était déjà en décomposition. C'est-à-dire c'est un corps qui est arrivé sur place, là où elle était déjà morte. On est venu déposer les corps. Et on dit qu'il y a eu 3 personnes mortes. D'accord. On demande alors donner les noms des autres personnes qui sont mortes avec Karine Bouissé. Non, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas aujourd'hui être en mesure de donner ce corps, dans la mesure où ces corps, il y a les bombes qui ont été là, ils ont détruit les visages de ces gens, on ne sait pas vraiment les identifier comme ça. Mais comment vous avez rapidement identifié Karine Bouissé sans identifier les autres corps? Et pourtant, à côté, on a vu Laurence Kanyuka en train d'interdire aux gens, Bokanga Batouana, arrêtez ces gens-là pour qu'ils ne pleurent pas. Vous comprenez? Ça devient très compliqué. Les rapports de tout ce qu'ils ont fait avec des enfants soldats, c'est le deuxième rapport. D'abord, les fausses communes. En plus, les rapports des enfants soldats. Et tout ça, comme Kagame a déjà accepté qu'il était en train de travailler avec les M23, tout ça, ça va tomber dans la tête de Kagame. Et si ça tombe dans la tête de Kagame, ça va tomber aussi dans la tête de tous ceux qui ont travaillé avec Kagame. Les États-Unis ont raison de dire que l'ONU est complice. Et si l'ONU est complice, quelque part, tout le monde va donner raison à Trump pour dire que Trump avait raison de condamner ce que l'ONU est en train de faire. L'ONU est en train de faciliter la tâche de ne pas pratiquer les lois de l'ONU. Donc la même ONU qui est là pour faire la loi, c'est la même ONU qui commence à violer les lois. Aujourd'hui, regardez, on a tué les soldats de l'ONU par le Rwanda avec des bombes. On a tué les soldats des soldats sud-africains par le Rwanda en violant les cessez-le-feu. Alors que les soldats sud-africains avaient présenté des drapeaux blancs que nous ne voulons pas nous battre. Ils ont profité pour bombarder. Jusque-là, ce procès n'a jamais été fait. Et voilà qu'il y a un autre procès qui s'ajoute de Karine Bouissé. Et ça devient très compliqué sur le plan international. Aujourd'hui, vous pouvez le voir. Hein? Ils sont là. Ils sont en train maintenant de chercher comment fuir Goma. Comment abandonner la ville de Goma et fuir. Maintenant, dans ce monde ici, vous allez fuir où? Vous allez partir où? Vous voyez comment est-ce que Tshisekedi a compliqué les équations? Et ça, c'est rien. Il y a encore beaucoup d'autres crimes qui se sont passés au Rwanda, qui se sont passés, et maintenant, ces crimes-là commencent à sortir en surface. Voilà la difficulté qu'a maintenant les M23 aujourd'hui, pendant que je parle. J'avais dit une fois à Nanga
Tu acceptes vraiment que Kagame a déjà tué, a déjà fait des crimes. Toi, tu acceptes de te pointer pour dire que moi, je n'aime pas Félix Tshisekedi. Ce n'était pas le problème de Félix Tshisekedi. Kagame était en train de chercher celui qui va couvrir ses fautes. Il ne veut pas mourir seul. Il faudra que nous puissions trouver un Congolais qui va accepter de mourir avec nous, qui va accepter tous les crimes que nous avons faits en RDC. Et Nanga se pointe pour dire, je vais tuer Tshisekedi, je vais le faire partir. Est-ce que tu l'as fait partir? Aujourd'hui, tu as réussi à faire partir Félix Tshisekedi. Ça devient compliqué pour toi. Essayez maintenant de réfléchir. Le rapport est déjà parti. L'UNICEF a déjà envoyé les rapports des crimes. Les crimes qui se passent actuellement au Rwanda, c'est déjà envoyé sur le plan international. Maintenant, ça devient très sérieux. Ce qui fait que la communauté internationale est obligée d'ouvrir l'aéroport de Goma par force pour aider les populations. Parce qu'ils se sont rendus compte que ces gens sont des aventuriers. Ils n'ont aucune revendication. Toutes les revendications qu'on attendait d'eux, aujourd'hui, on a donné à Félix Tshisekedi des raisons que c'était des pantins. Il travaillait pour le Rwanda. Tout ce que Félix disait, qui va encore le croire? Et qui va croire encore au dialogue? C'est fini. Attendons voir ce que nous allons entendre. La communauté internationale va sortir d'ici là des décisions. Au Mozambique, le Rwanda, ça ne marche pas. On est en train de chasser maintenant les Rwandais au Mozambique. Pourquoi quelqu'un peut s'entêter et ne pas tirer des leçons de l'avenir? Bon, c'est la guerre, n'est-ce pas? Vous avez cherché la guerre. Allons-y seulement. Et voilà pourquoi ils sont maintenant en train de chercher d'ouvrir un autre front du côté du Katanga. Ce n'est pas grave. C'est une guerre. Dans la guerre, on doit s'attendre à tout. Il y a des gens qui sont découragés. Au Katanga, on a ouvert un front, ce n'est pas grave. C'est ça la guerre. Dans la vie, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vouloir la liberté sans vous battre. Vous devez avoir un esprit de vous battre. C'est ça la vie. La vie, c'est les combats. Vous aimez la liberté, vous aimez l'indépendance du Congo. Apprenez à vous battre. Ne dites pas, nous sommes découragés. Ces gens, c'est quel jour ça va se terminer? Ça va se terminer un jour. Tout, regardez aujourd'hui l'Iran. Ils sont en train de se battre. Vous savez combien de personnes sont en train de mourir chaque jour? Vous aimez la liberté. Et vous devez vous battre. Vous aimez la liberté. Vous devez être prêt chaque jour. C'est ça la vie. Ne soyez pas découragés. Nous sommes en guerre. Jusqu'à la dernière minute, nous allons nous battre. Jusqu'à mettre l'ennemi hors du pays. Quand chaque fois vous voyez Moïse Nyarugabo et Azara Surubera tweeter en disant qu'on est en train de tuer les civils ou bien les Banyamulenge à Minembwe ou bien dans une zone de guerre, il faut leur dire que ceux qui meurent ne sont pas que des Banyamulenge. Tout le monde est là. Les Banyamulenge et les Congolais habitent tous ensemble depuis longtemps. Ils étaient des réfugiés, ils étaient venus chez nous pour habiter et ils ont toujours été en paix. Ils n'ont pas de terre spéciale où on doit les bombarder. Il faut toujours répéter ça dans les commentaires. La politique n'exige pas l'émotion. Il ne faut pas être émotionnel par des insultes ou quoi, non. Il faut dire, parce que les gens sont en train de vous lire. La communauté internationale est en train de vous lire dans les commentaires. Il faudra que la communauté internationale reconnaisse les vrais problèmes. Vous, quand vous réagissez à leur tweet, vous avez tendance de les injurier. Non. Il faut avoir la tendance de dire la vérité, de reprendre la vérité, de dire la vraie vérité pour que ceux qui sont en train de lire les commentaires, qu'ils reconnaissent que non, ces gens sont en train de mentir. Donc les Banyamulenge n'ont pas de terre, ils étaient des réfugiés. Chaque fois qu'ils parlent, essayez de répondre que non, les Banyamulenge étaient des réfugiés. Ils n'ont pas de terre au Congo où ils habitent. Ils ont toujours habité avec les Congolais ensemble. Si donc on a bombardé, et les Congolais et les Banyamulenge, tous ont été tués, il n'y a aucune population qui a été épargnée. C'est comme ça qu'il faut répondre. Il ne faut pas mettre de l'émotion, il ne faut pas mettre des sentiments, il ne faut pas mettre des insultes. La politique ne demande pas la vérité, la politique demande la stratégie. Il faut toujours répondre avec des stratégies. Et ils font des stratégies. Parfois ils peuvent mentir, mais ils le font pour la communauté internationale, pour que la communauté internationale lie les Banyamulenge à la terre de Minembwe. De sorte qu'un jour, quand ils pourront déclarer, ils diront que Minembwe là c'est la terre de Banyamulenge. C'est ça leur stratégie. Or, si vous vous mettez des sentiments, vous risquez de tomber dans leur piège. C'est pourquoi nous disons aux Congolais, chaque fois que vous réagissez au tweet de Nyarugabo et d'Azara Surubera, il faut leur dire toujours que les Banyamulenge étaient des réfugiés. Ils étaient venus au Congo comme réfugiés. Ils n'ont pas de terre. Nous avons 450 tribus. Eux ne sont pas une tribu du Congo. Et en plus, chez nous, il n'y a pas de communauté. Nous avons des tribus. C'est comme ça qu'il y a chez nous. Chez nous, il y a des ethnies, il n'y a pas de communauté. Et alors, il faut toujours répondre comme ça pour que ceux qui lisent les commentaires, pendant qu'ils ont tweeté, qu'ils reconnaissent que non, qu'ils reconnaissent la vraie histoire. Si vous y allez avec sentiment, et ils sont en train de jouer un très grand rôle, une très grande stratégie pour faire croire au monde entier que
les Banyamulenge ont une terre au Congo, c'est pourquoi les FARDC sont en train de les bombarder. Et en plus, ils sont en train de faire croire que toute cette guerre que les FARDC mènent, c'est la guerre contre les Banyamulenge. Or, c'est faux. Le problème, c'est la guerre contre une agression rwandaise. Eux, leur rôle, c'est celui-là. Alors, il faut faire tout, un effort. Quand chaque fois ils commentent, il ne faut pas insulter. Il faut réagir convenablement à leur tweet. Bonjour, monsieur Azaria Soubrouberwa, mais bonjour, monsieur Nyarugabu. Un jour, nous ne serons plus tous sur cette terre. Nous allons quitter. Mais nous devons avoir une génération que nous léguons à nos descendants. Apparemment, la génération, l'héritage que vous êtes en train de lever à vos descendants, c'est un héritage de malheur. Un souci de vouloir faire souffrir ceux qui viendront après vous. Il n'y a pas longtemps, James Kabarebe a dit une chose. Au Tutsi, il leur a dit cette parole. Il a dit que, avec les pays voisins, nous ne sommes plus en bon terme. Partout où nous sommes, nous ne sommes plus en bon terme. Nous devons réfléchir là-dessus. Nous devons nous unir entre nous et faire des choses en commun. Si nous nous séparons, un jour, il n'y a aucun pays qui pourra encore nous accueillir parce que nous avons détruit partout. Ça, c'est Kabarebe qui a dit aux frères Tutsi. Il ne faut pas oublier une chose. Vous n'êtes pas le seul pays au monde qui a des réfugiés. Notre pays, la RDC, a des réfugiés partout. Les réfugiés en France, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Zambie. Nous avons des réfugiés en Tanzanie, nous avons des réfugiés en Ouganda, nous avons des réfugiés partout. Même aux États-Unis, nous avons des réfugiés. Au Canada, nous avons des réfugiés. Mais aucun seul jour, un seul réfugié congolais n'avait déjà réclamé des terres là où ils sont. Aucun seul jour. La deuxième chose, ce que vous devez toujours savoir, vous aussi, vous avez des réfugiés partout, en Ouganda, en Tanzanie, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Aucun seul jour, vous avez déjà réclamé des terres en Tanzanie, en Afrique du Sud, ou partout où vous avez été déportés comme réfugiés. La situation des réfugiés, c'est tout le monde, c'est tous les pays qui ont des réfugiés dans le monde. Mais ce que vous êtes en train de faire, là où on vous a reçu, au Congo, comme réfugiés, et que vous commencez à réclamer des terres jusqu'à causer plusieurs morts, à réclamer et à dire que cette terre appartenait à nos ancêtres, faites-le aussi en Tanzanie, faites-le aussi en Ouganda, faites-le aussi en Afrique du Sud, faites-le aussi au Zimbabwe, en Zambie, vous avez des gens, vous êtes aussi au Mozambique, faites-le aussi partout. Pourquoi seulement en RDC? Demain, vous deux là, vous ne serez plus en vie. Est-ce que vous savez les sorts de ceux de vos frères qui resteront après vous? Seront-ils toujours aimés? Seront-ils toujours considérés comme ils étaient considérés avant? Ne seront-ils pas errants à partir de ce que vous êtes en train de faire? Certes, vous avez pensé peut-être que nous avons réussi une mission. Et si cette mission réussissait? Et vous avez déjà pensé aux conséquences? Faites attention. Ce que vous êtes en train de faire est très dangereux. Pas pour vous. Vous avez déjà gagné votre vie. Mais pensez à vos descendants. Pensez à ceux qui viendront après vous. Vous les regretterez un jour. Même dans les tombeaux où vous serez, ils vous diront que vous nous avez laissé un malheur. Bonjour, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres. Nord Kivu, des hommes armés non identifiés signalés à Walikale, la population inquiète. La présence d'hommes armés non identifiés est signalée depuis près de 3 semaines dans le groupement de Banabangui, en territoire de Walikale, suscitant une vive inquiétude parmi les habitants face à une possible détérioration de la situation sécuritaire. Selon le Mwami Matumo Kabutoa Janvier, ces individus occupent notamment les collines de Mianga, dans la localité de Tanganyika, Nseke, dans la localité de Baniyubi, ainsi que Missima, dans la localité de Banakabutoa. À ce stade, aucune source officielle n'a confirmé leur identité ni leur affiliation. L'autorité coutumière appelle les services congolais de défense et de sécurité à ouvrir des investigations afin d'identifier ces hommes armés et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des populations civiles. Sur le terrain, plusieurs habitants affirment limiter leurs déplacements vers les champs par crainte d'éventuelles violences. Cette situation perturbe les activités agricoles et menace les moyens de subsistance des ménages dans une région déjà confrontée à l'insécurité liée à la présence de plusieurs groupes armés. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Ituri,
Panique à Makumo, 6 km de Biakato, RN 44 Mangina à Mambasa, après des rumeurs sur la présence des ADF. La veille, une dizaine de civils étaient tués à Bela, à la lisière avec le Nord Kivu. Ituri. Au moins 7 civils ont perdu la vie dans une attaque attribuée aux ADF sur l'axe Massaou-Mambasa. Les assaillants ont été repoussés par des combattants Wazalendo avant d'atteindre le centre du village de Mambembe. Plusieurs civils sont toujours portés disparus. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Dans le Haut-Katanga, malgré la décision de Félix Tshisekedi appelant au retrait des militaires présents illégalement sur les sites miniers, aucun soldat n'a quitté ces lieux, regrette Timothée Mbouya, acteur de la société civile et président de Justicia ASBL. Il était l'invité de dialogue entre Congolais, mercredi 22 juillet. Malgré toutes les autres directives qui ont été prises, aucune situation, donc la situation sur le terrain n'a malheureusement pas évolué. Je ne vous surprendrai pas en vous disant, si je vous disais que malgré que le général Edi Kapen lui-même soit descendu à Kisankala et qu'il ait prononcé ces discours que nous avons tous salués, malgré cela, aujourd'hui, à l'heure H qu'il est maintenant, il n'y a aucun militaire qui a quitté le site de Kisankala pour rentrer à Lubumbashi. Vous pouvez, si vous voulez vous en convaincre, poser des questions, pas seulement à nous, sociétés civiles, qui avons des membres dans ces milieux-là. Vous pouvez également poser la question même aux entreprises concernées. Elles vous diront qu'aucun militaire, jusqu'à l'heure actuelle, n'a osé quitter les sites miniers. C'est ça l'état actuel de la question. Et nous continuons à nous poser la question de savoir jusqu'où les Congolais ou les autorités congolaises iront jusqu'à défier une mesure prise par le premier d'entre les citoyens congolais. Ça nous inquiète parce que si une décision qui est prise par les chefs de l'État n'est pas respectée à la base, mais qui d'autre va respecter quelle autre décision qui sera prise par quelle autre autorité? Interdiction de la présence illégale des militaires sur les sites miniers par Félix Tshisekedi. Le gouvernement doit mieux organiser et équiper la police des mines s'il veut que cette mesure fonctionne, estime Eric Kajemba, acteur de la société civile et coordonnateur de l'Observatoire Gouvernance et Paix. Ici, il y a des raisons juridiques, on peut avoir des raisons tout à fait économiques, il y a des raisons institutionnelles qui font que les militaires se retrouvent dans les sites miniers. Et je pense qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui qu'il y ait des militaires dans les sites pour l'une ou l'autre raison. Parce que la place des militaires, c'est pas dans les sites miniers. Il y a des institutions qui doivent être là, notamment la police des mines. Mais on sait qu'il y a des problèmes, mais tout ce qu'il faut faire, c'est d'essayer d'arranger, disons, de restaurer l'autorité de l'État, mais aussi d'organiser en sorte que la police des mines soit munie, justement, de tout ce qu'il faut pour qu'ils fassent leur travail. C'est notamment la question de la formation, la fonction des équipements, et même de tout le développement institutionnel. Cette police des mines, aujourd'hui, elle est sectorielle parce qu'elle se retrouve qu'au Katanga, par exemple, et au Kivu. Mais si on la constitue à une direction nationale, par exemple, cela pourrait aider justement à avoir une police qui sécurise.
quoi qu'il en soit, nous devrions comprendre que aussi longtemps que dans nos chaînes d'approvisionnement, il y aura des militaires ou des personnes non éligibles, qu'ils soient militaires, policiers non éligibles. Timothée a parlé tout à l'heure des acteurs politiques exposés. Aussi longtemps que dans la chaîne d'approvisionnement, il y aura ces personnes-là, la crédibilité de nos minéraux sera mise en cause. Interdiction de la présence illégale des militaires sur les sites miniers par Félix Tshisekedi. Le ministre Watoum travaille non seulement à une solution institutionnelle, mais aussi à une solution alternative, fait savoir Franck Fouamba, responsable de l'artisanat minier au sein du cabinet du ministre des Mines. Il était l'invité de l'émission Dialogue entre Congolais, mercredi 22 juillet. Nous sommes arrivés sur le site, le ministre, il trouve des militaires. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites ici? Ils lui disent, Excellence, parmi les artisanaux ici, il y a des anciens miliciens, il y a des anciens démobilisés, donc il y a des gens armés, et ces gens armés là-bas, ils s'attaquent aux autres, ils détruisent, ils s'attaquent à des villages, ils détruisent. Ils donnent cette explication-là. Pour nous, nous ne prenons pas ça pour son essence, monsieur le ministre de Mines, ce n'est pas une explication, ce n'est pas une justification. Mais ça l'a poussé à aborder la question de manière fondamentale et au lycée, comme je dis, donc, de manière large, pour dire le secteur, comment on l'assainit. Le secteur industriel, comment on l'assainit, avec les bonnes pratiques. Il y a Timothée qui est en train de travailler, par exemple, sur beaucoup avec les entreprises sur le mécanisme de respect des droits humains. Il y a cette question qui a été évoquée où certaines entreprises avaient pris les militaires. Comment c'est résolu? Il y a cette question de l'artisanat avec les mines, les minéraux qui ne sont pas renouvelables. C'est ainsi que le ministre de Mines, Kabamba, il est en train de travailler de façon que la solution soit une solution ministérielle, institutionnelle, mais qui tient aussi compte de la préparation de l'après toutes ces opérations. C'est ainsi qu'il nécessite de dire qu'il faut des alternatives. Et il travaille avec son cabinet, ils ont travaillé, nous avons travaillé sur des alternatives, de façon que les gens qui poseraient problème dans le secteur et les gens qui ne posent pas problème, on puisse les déployer sur les zones d'exploitation artisanale pour l'artisanat, pour l'industriel, qu'on puisse voir comment on peut s'occuper des gens-là en les mettant dans des secteurs qui les aideraient à gagner de la vie normalement. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Kinshasa, les fonctionnaires urbains réclament 13 mois de salaire. La province du Tanganyika amorce enfin l'exportation des concentrés de lithium. Le gouverneur Christian Kitunga Mutiba a présidé ce mercredi 22 juillet 2026 la cérémonie inaugurale du départ du tout premier navire du port de Kalemi à Mutoa à destination de Kigoma en Tanzanie. Les travaux de ce port ont été réalisés par l'entreprise Golden Lake Logistique SRL. La cérémonie a réuni les députés provinciaux, le partenaire du gouvernement, ainsi que plusieurs autres acteurs du secteur, venus assister au départ de ces navires chargés du premier lot de concentrés de lithium. Avec cette nouvelle infrastructure de grande envergure, la ville de Kalemi consolide sa vocation naturelle, des carrefours commerciaux reliant les marchés nationaux et internationaux. Notre ambition est claire. Faire du Tanganyika une plateforme logistique incontournable dans la région de Grand Lac et un corridor stratégique reliant notre pays aux marchés régionaux et internationaux. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui fait de la modernisation des infrastructures, de l'intégration économique et de l'amélioration du climat des affaires des priorités nationales. Cet événement démontre qu'une collaboration sincère
entre le pouvoir public et les secteurs privés permet de concrétiser des projets structurants au bénéfice de notre population. Nous souhaitons également que l'entreprise privilégie le recrutement de la main-d'œuvre locale. Ça veut dire les enfants du Tanganyika. Je forme les vœux que ce port devienne un puissant instrument de développement, de création d'emplois, d'intégration régionale et de priorités protégées. L'entreprise Golden Lake Logistique SRL n'a pas tari des mots pour saluer les efforts déployés par les gouverneurs Christian Kitunga Mutiba depuis le lancement de la première phase des travaux du port jusqu'à leur aboutissement. Depuis le lancement du projet, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a toujours accordé une attention particulière à la construction du port. Il a fourni à plusieurs reprises des orientations importantes et facilité la coordination entre les différents services concernés afin de résoudre les difficultés rencontrées dans l'exécution du projet. Grâce à sa vision stratégique et clairvoyante, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a pleinement mesuré l'importance du port de Kalemi pour l'avenir de la province du Tanganyika. Par son leadership pragmatique et efficace, il a favorisé une meilleure collaboration entre les différents services et créé les conditions nécessaires à l'avancement du projet ainsi qu'à la réalisation de cette première expédition. Votre présence parmi nous aujourd'hui, Excellence Monsieur le Gouverneur, témoigne une nouvelle fois de l'importance que vous accordez au port de Kalemi. Elle renforce également notre confiance et notre détermination à poursuivre nos investissements et à accélérer la construction du port. Après la visite de délégation à bord du navire avant son départ, le gouverneur Christian Kitunga Mutiba s'est assuré que toutes les conditions de navigabilité soient réunies. Désormais opérationnel, ces nouveaux ports d'une capacité d'accueil des navires de 2000 tonnes va booster le développement économique du Tanganyika. Il jouera également un rôle majeur dans les commerces transfrontaliers et renforcera la position stratégique de la ville de Kalemi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.